Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. L'enfance, la belle époque de l'insouciance, oui, sa chaleur, sa magie, les copains avec qui nous entonnions des refrains, parfois polissons et autres airs incontournables, tels que Tagada gouzou gouzou areux, ou alors promenons-nous dans les bois, des chants qui ne tomberont pas dans l'oubli. Heureusement, les nouvelles générations disposeront comme moteur à bonheur la même essence musicale que la nôtre, mais avec des paroles mises à jour. Un exemple, bah oui, évidemment, promenons-nous dans les bois pendant que Macron n'y est pas. Si Macron y était, il nous vaccinerait. La preuve est faite, votre serviteur balance entre deux âges, disons adolescent et adolescent. Bonjour et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNTFCH. Nous avons la chance ce soir d'avoir Yota en votre présence, Philippe, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Alors, j'ai envie de paraphraser Monsieur Schwab qui dit il ne faut pas avoir peur. Et ça comme ça. Et la chanson que tu as faite tout à l'heure, ça me faisait penser à ça. On avait peur de Monsieur Macron. Donc voilà, quand on était enfant, c'est autour de ça que ça tournait. Eh ben écoute, merci pour l'intro. Moi, j'ai envie de citer tout de suite deux actualités. Alors, la première, sans aucune garantie, hein, mais on trouve ça sur le net, comme selon quoi Madame Harris Camilla, qui a été la candidate déchue de ces dernières élections américaines contre Monsieur Trump, eh bien, qui passait des vacances apparemment agréables à Hawaï, se serait fait arrêter à son retour. Alors, on verra bien si c'est vrai, si c'est pas vrai, comment c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Toujours est-il que on n'est plus simplement dans des discussions d'ordre politique sur des avis sur la meilleure façon de gouverner ou la meilleure façon de gérer un peuple et une nation. On est sur des vies ou la mort, quoi. Hein, c'est un petit peu ça qui nous caractérise dans ces temps qui arrivent. C'est qu'on n'est plus à discuter sur des choses politiques. On est plus dans la discussion de ce qui va vivre et de ce qui va pas vivre. Voilà. Quand je dis ça, c'est pas simplement les personnes. Hein. Il y a aussi des systèmes qui vont disparaître. D'ailleurs, on aura l'occasion de parler de ça tout à l'heure. Et puis la deuxième actualité, c'est des énergies qui ont été relevées depuis des observatoires qui se situent notamment pour certains scientifiques en tout cas en Namibie, par lesquels l'observatoire, on voit qu'il y a dans le ciel et en proximité de la Terre des pluies d'énergie extraordinaires. C'est-à-dire que ce sont des énergies d'une telle puissance qu'on n'a encore jamais enregistré d'une telle puissance venant de l'univers pour projeter son énergie sur la Terre ou autour de la Terre. Et là, on est vraiment au taquet. Alors, ça me fait penser à une prophétie ou à une divination, on va dire ça comme ça, d'une personne qui a fait ce type de reportage, tout simplement parce qu'elle avait été canalisée pour ça. Et donc, elle avait parlé effectivement d'une énergie énorme qui allait changer les vibrations, le système vibratoire sur la population des êtres humains, et que ça allait contribuer à bien sûr aller dans le bon sens, hein, c'est-à-dire à nous propulser vers des jours meilleurs, comme on dit, avec l'ADN qui risque d'être modifié. Il peut y avoir des modifications du comportement à observer à la suite de la projection de ces énergies sur notre planète. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et je rends la parole à Sylvain. Très bien, merci Philippe. Nous allons regarder l'actualité en images. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi pour vous Fabien Olicard. Ce monsieur est mentaliste. Il va nous parler du complexe de Brock, en quelque sorte l'intelligence collective. À tout de suite. Le paradoxe de la loi de Brooke, ce truc-là, il te fait fondre des neurones. Il te dit que ajouter une personne à un projet qui a du retard va générer encore plus de retard dans ce projet. Il y a une phrase qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais elle dit pas qu'ensemble on va plus vite. On pourrait même rajouter qu'ensemble on va moins vite. Pourquoi ce paradoxe il fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de tâches qui sont pas partitionnables. Par exemple, si vous devez faire cuire un œuf, si vous mettez 300 personnes pour faire cuire l'œuf, ça va pas faire cuire votre œuf au plat plus vite. Si vous avez 3 personnes qui travaillent ensemble sur un projet, il y a 3 connexions. S'il y a 7 personnes qui travaillent ensemble sur un projet, il y a 21 connexions possibles. Et si vous rajoutez 14 personnes sur un projet, il y a 91 connexions possibles sur 2 personnes. Imagine le temps pour que l'information elle circule. Imaginez aussi le nombre d'erreurs dans la circulation de ces informations. Voilà, petite démonstration par Fabien Olicard de la possibilité de l'intelligence collective.
Ah, il part sur des constats, hein, déjà, des choses simples. Effectivement, c'est pas à trois, on va pas plus vite pour faire cuire un œuf que si on est tout seul. Ça, c'est tout à fait exact. Donc, ça nous ramène pas vers la mathématique et vers la science vers lesquelles il souhaite nous diriger, mais plutôt vers le bon sens. Et en fait, ce qu'on appelait, au cours du temps que j'ai pu passer sur ces sujets, la mise en pertinence. C'est-à-dire, est-ce que mes calculs sont justes? Oui, bien sûr, ils sont parfaits. Mais est-ce qu'ils sont pertinents? Ben non, on n'a pas besoin d'être trois pour faire un œuf. Donc, affaire suivante. Voilà. Et donc cette pertinence, c'est le bon sens. C'est le passage au filtre du bon sens. Et c'est de ça dont nous manquons en ce moment, cette mise en pertinence, parce que là, on est sur du dogme en ce moment. On n'est plus sur de la pertinence. On s'en fiche si c'est pertinent ou pas pertinent. Si c'est dogmatique, c'est très bien. Si c'est pas dogmatique, et même si c'est pertinent, eh ben c'est pas bien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans notre belle civilisation. Et on voit notamment toujours en politique, hein, des gens s'écharper en ne voyant même pas qu'ils ne sont pas pertinents, quoi, hein, que les sujets qu'ils abordent ne le sont plus. Donc c'est ça qu'il va falloir modifier et donc on va également pouvoir parler et on peut même, je pense, Dans la soupe. in- introduire exactement. On va laisser Exactement, ouais. Julien et Yota introduire le sujet de ce Ce soir. que nous vivons actuellement, ce que nous pouvons appeler la soupe idéologique de l'oligarchie, ce que l'on essaye de nous imposer comme idéal, mais nous, on n'en veut pas. Notre idéal, c'est forcément la démocratie. Merci, Yota. Merci les amis. Donc la soupe idéologique de l'oligarchie. Bon, on va peut-être d'abord définir un petit peu le mot oligarchie. Oligarchie, donc le gouvernement appliqué par le petit nombre. Donc non, oui, non, oui, nous ne sommes pas en démocratie, à la limite en république, mais surtout, surtout, surtout en oligarchie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, eh bien, on n'est pas très renseigné sur tout ce que fait l'oligarchie. Mais on va finir par le savoir parce que on se rend compte aujourd'hui effectivement qu'ils sont en train de nous concocter une soupe et que bientôt on pourra sauter à pieds joints dans cette soupe. C'est-à-dire que je vais m'exprimer de manière à me faire comprendre. Si on prend les vaccins, si on prend les taxes, si on prend les banques, si on prend la santé, si on prend l'éducation, si on prend les médias, je veux dire de n'importe quel côté que l'on puisse regarder, nous constatons que effectivement, dans aucun domaine, ça ne fonctionne. Et petit à petit, évidemment, puisque nous sommes sous le joug oligarchique depuis la fin de la démocratie, donc 322 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons le système oligarchique à travers des monarchies, à travers des parlements, à travers des présidents. Donc, on a ce modèle-là. Oui, Philippe? Oui, peut-être rappeler une chose que toi tu as mise en avant et qui est originale, c'est qu'il n'y a pas trois types de gouvernement, contrairement à ce qu'on peut lire ça et là, avec la royauté, la tyrannie et la démocratie. Non, non, il n'y a que deux genres de gouvernement. C'est d'un côté la démocratie et de l'autre l'oligarchie qu'on définit comme étant tout le reste de ce qui n'est donc pas démocratique. C'est un petit peu ça la logique, hein. Il y a donc deux colonnes, hein. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas 10, il n'y en a que deux. Il n'y a Ça, que deux colonnes, c'est un Philippe. point très important. Ouais. Et dans ces deux colonnes, donc d'un côté, on a la démocratie où c'est le pouvoir des citoyens, donc le pouvoir du grand nombre, et de l'autre côté, l'oligarchie qui est le petit nombre qui gouverne. En dessous de la démocratie, on ne met rien, mais en dessous de la colonne oligarchie, on peut mettre alors la royauté, le fascisme parlementaire, les partis politiques, les idéologies, les religions. Voilà, donc on a l'oligarchie qui a en fait politisé toutes les idéologies, en a fait, et c'est pour ça que aujourd'hui on a appelé l'émission une soupe idéologique de l'oligarchie.
c'est parce que, eh bien, politiser les idéologies, c'est effectivement fait pour mieux nous diviser. Donc, par opposition, en démocratie, il est interdit de politiser les idéologies. En démocratie, on s'occupe de nos communs. Tout ce qui concerne nos communs est politique et on le discute entre nous politiquement, mais on ne parle pas d'idéologie. Et donc en oligarchie, finalement, je fais une petite parenthèse, par exemple, ma petite nouvelle à moi. Hier, j'ai entendu que aux États-Unis, dans l'armée américaine, il y avait 15 000 transgenres. Et donc voilà, ça c'est le nouvel ingrédient qu'on peut ajouter dans la soupe oligarchique pour constater ce qui se passe aujourd'hui en fait et que nous sommes sous ce système-là. Comment pouvons-nous effectivement prouver que nous sommes sous un système oligarchique et uniquement oligarchique? Eh bien, ce sont des aristocrates qui nous dirigent aujourd'hui et tous ces aristocrates sont placés donc dans toutes ces branches que je vous ai citées préalablement, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'armée et tous les organismes que forme une société. Oui, Philippe? Oui, alors pour revenir sur ce que tu viens de citer, les transgenres, c'est très perturbant. Effectivement, 15 000 personnes dans l'armée américaine, c'est hallucinant. Et surtout, c'est totalement contradictoire quand on se souvient du côté viril de l'armée en général et de l'armée américaine en particulier, qui nous en a donné de nombreux exemples de cette virilité au travers du cinéma notamment, puis au travers tout simplement des guerres qui ont été conduites en Irak plus récemment. Sur différents théâtres d'opération, donc il y a une forme de virilité. Et cette forme de virilité, elle est battue en brèche, tout simplement par l'information que tu nous donnes. 15 000 personnes qui sont avec une sexualité de type LGBT, alors qui correspond exactement à ce que justement ce nouveau pas paradigme, mais cette nouvelle idéologie du LGBT, c'est une idéologie, hein, eh bien, vient fracasser de plein fouet l'armée américaine qui jusqu'à maintenant était habituée à avoir des êtres, on va dire, soit des hommes, soit des femmes. C'était déjà un gros progrès que des femmes à part entière aient été admises dans l'armée américaine. Mais là, qu'on a des êtres transgenres, là, j'imagine, pour certains, ça doit être difficile à comprendre et à admettre. Et puis, il y a pas que ce genre de choses. On pourrait prendre également la course au CO2 en ce moment, hein. Vous savez que nous sommes tous coupables, vous et moi, de respirer trop fort et de dégager du gaz carbonique de telle sorte qu'on va tous mourir. Alors évidemment, il y a des gens pour dire le contraire, hein. Il y a des gens sérieux même pour dire qu'on a besoin de ce carbone et qu'il est non seulement indispensable, mais qu'il est hors de question de le séquestrer dans des caves ou dans des je ne sais quels souterrains comme certains prétendent le faire, pour éviter soi-disant qu'on tombe tous malades ou qu'on tombe tous morts. Tout ça est une idéologie mortifère. Voilà ce que les idéologies font en général, et en particulier ce que font les nouvelles idéologies qui émergent en ce moment, que ce soit pour le CO2, que ce soit pour le transgenre, que ce soit pour la vaccination et d'autres sujets que j'oublie encore. Voilà, je te rends la parole pour... Juste avant, je voudrais parler de l'armée américaine et de sa rigueur, évidemment, beaucoup d'ouvrages, d'où, eh bien, cette petite phrase, on travaille comme des fous, on s'amuse comme des folles. On est 15 000. Heureusement qu'on t'a, parce que ça permet d'agrémenter la soirée, c'est bien. Allez, rebondis là-dessus, Yota, vas-y. Il y a Jean-Pierre qui veut la parole, donc je la lui laisse avant de rebondir. Merci, Yota. Alors, Yota, merci d'avoir dit peut-être une république, sachant que la république, c'est pas de prendre le peuple pour une chose, c'est de parler de la chose du peuple. Donc, c'est même pas une république, ce que nous vivons actuellement. D'autre part, ce qu'a dit Sylvain tout à l'heure, par rapport à l'intelligence collective, si les Amérindiens qui avaient une sagesse millénaire et qui avaient réussi à survivre en paix la plupart du temps, sauf quand ils avaient vraiment faim et qu'il fallait se trouver de quoi manger, ils ont inventé le cercle de parole qui permet à l'intelligence collective de ne pas s'embrêler dans des tergiversations monstrueuses et qui permet d'épurer une idée jusqu'à en tirer la quintessence. Alors, c'est pas être trois pour cuire un œuf, c'est rassembler des intelligences qui vont parler chacune à leur tour
et qui vont améliorer l'idée, qui vont la peaufiner. Donc, ces gens-là, en parlant très peu, arrivent à des résultats magnifiques d'accords mutuels et réciproques. Et pourtant, ils peuvent faire un cercle de parole à 40. C'est à peu près le maximum qu'on peut faire en une journée pour que chacun puisse s'exprimer plusieurs fois. Donc, l'intelligence collective, oui, mais avec un procédé qui permet d'épurer les idées et non qui permet de les mélanger et de faire une soupe. Comme a dit Goethe, merci d'avoir abordé ce sujet sous cette forme-là. Je voudrais parler des automutilations, c'est-à-dire que la vie nous donne un corps tel qu'il est, et il y a des gens à qui on dit ah mais votre corps si vous plaît pas, au lieu d'essayer de l'accepter, on vous propose un coup de bistouri, ça vous coûtera pas très cher, hein, juste un bon coup de porte-monnaie, mais en plus après vous serez très heureux. Mais en fait ces gens-là ne sont pas heureux, ils sont simplement mutilés et ils n'arrivent toujours pas à s'accepter soi-même la plupart du temps. Et ils font juste semblant, c'est tout. On peut très bien s'accepter tel que nous sommes, dans le corps tel que nous l'avons. Il y a pour cela des preuves. Il y a un gars qui a pas de jambes, il a juste des pieds, hein, au bout d'un tronc et des mains. Et il se débrouille, il est heureux. Il s'est pas fait charcuter, il accepte son corps tel qu'il est. Voilà. Des manipulations, c'est basé sur des manipulations. Et ces manipulations, d'ailleurs, tout comme ils ont intégré les femmes dans les votes en 1945, avec l'idée du féminisme. Donc tout ça, c'est des mouvements qui sont justement manipulés par l'oligarchie. Et vous voyez bien que même à des Jeux olympiques, ça veut dire qu'il y a des gros budgets qui sont investis justement pour bien manipuler tous ces gens. C'est vrai que entre un coup de bistouri et une recherche psychologique pour re-aimer son corps, c'est vrai qu'on peut arriver dans la vie et qu'on n'aime pas son corps, c'est vrai que ça peut arriver, mais il y a d'autres moyens évidemment pour arriver à rendre une personne heureuse que la manipulation et surtout que cette manipulation, à la fin, elle devient politique. C'est-à-dire qu'elle investit toutes les branches de notre société de sorte à ce que l'on soit simplement divisé avec des idéologies différentes et que surtout qu'on se rentre dans le lard l'une l'autre, hein, entre les blancs, les noirs, les juifs, les pas juifs, les LGTB, les non LGTB, les féministes, enfin bon, il y a toute une variété, toute une palette d'êtres humains qui ne sont en définitive que le produit du système oligarchique à la base, puisque nous subissons des manipulations politiques. C'est surtout le produit d'une division, ce que tu disais tout à l'heure, le produit d'une division, une séparation des êtres selon leurs caractéristiques. Et c'est toujours séparé pour mieux régner, quoi. Voilà. Oui. Alors, j'en profite pour ajouter que c'est pas. Oh, pardon, Yota. C'est pas une raison pour juger les gens qui se sont fait automutiler par des chirurgiens qui leur a dit c'est pas grave, on va vous changer de sexe si celui-là vous plaît pas. Simplement que les chirurgiens n'arrivent pas à faire mieux que la nature. Ils font généralement pire. On peut pas reproduire la sensibilité d'un système nerveux à coup de bistouri. Il y a un réparateur pour les femmes excisées qui, lui, à coup de bistouri, arrive à ce que le corps de la femme se répare. Et il est adulé par les hommes et par les femmes dans les pays dans lesquels il bosse. Mais c'est rarissime qu'avec un bistouri, on arrive à faire mieux que la nature. Hein. Franchement. Mais non, c'est une certaine manipulation, Jean-Pierre. À la télévision, ils te donnent des émissions, ils font des concours de beauté. Il faut que la femme, elle suive tel canon, il faut que l'homme suive tel canon pour être dans les normes. Donc tout ça, c'est un travail médiatique très bien organisé. Et c'est pour ça qu'à la fin, l'oligarchie qui s'occupe de toutes ces idéologies et qui arrive à nous manipuler à travers toutes ces idéologies,
eh bien, elle finit par faire une soupe, effectivement, un bouillon qui bout et qui ne sait pas comment, même que ce bouillon ne sait pas comment il va déborder de cette casserole. Et donc, voilà, il faut que les gens prennent conscience aujourd'hui que l'oligarchie ne fait rien dans le vide, que tout ça est prémédité, calculé depuis quelques années, hein. Comme je vous dis, on nous rajoute des ingrédients. Un coup, c'est le changement climatique, un coup, c'est l'artificielle intelligence, un coup, c'est Elon Musk qui sort et qui dit, oui, mais en 2038, il y aura 10 milliards de robots sur la planète. On ne sait plus, on est vraiment perdu dans ce vaste, parce que l'Internet et la télévision nous proposent un vaste aperçu de tout ce qui se passe sur la Terre, et on voit bien que ça s'unifie tout ça et que l'oligarchie, elle tient bien toute la Terre. Donc il n'y a pas de pays libre aujourd'hui qui ne dépend pas de cette oligarchie. Il n'y a pas ni des régions ni des pays, peu ou prou, tous les pays sont rattachés à cette oligarchie qui a comme agenda évidemment le mondialisme et comment intégrer ce mondialisme sur toute la planète. Alors moi, je préconise une solution là, puisque le mondialisme, on utilise le dollar, eh bien, je pense que si on élimine le dollar et l'euro, eh bien, on pourra en même temps éliminer une certaine oligarchie qui dirige le monde et pas à l'avantage du monde, au désavantage du monde. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre c'est quoi l'oligarchie, comment elle utilise les idéologies et comment combattre cela. Parce que on ne peut pas donner un avenir à nos enfants si on ne, si on ne déforce pas, si on ne diminue pas la puissance de cette oligarchie. Et, et justement, on va vers un totalitarisme. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour garder tous ces mouvements, tous ces différents mouvements qui sont les armes de l'oligarchie pour nous diriger et nous garder, eh bien, cette oligarchie, elle va continuer sans arrêt. Et là, les amis, reprenez-moi parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, on peut te reprendre, il n'y a pas de souci. De toute manière, moi, je rebondis sur ce que tu as dit concernant Elon Musk. La caractéristique de toutes ces, allez, on va dire ces idéologies maintenant, hein, c'est qu'elles ne sont pas des projets. Et quand Monsieur Musk dit, bien, bientôt, on aura 10 000 dans les années 30, on aura 10 000 robots qui travailleront sur la Terre, ça c'est pas un projet. C'est quoi? C'est juste une affirmation, c'est un Schlagwort, c'est un slogan, hein, voilà, c'est un slogan. Et on avance à coup de slogan. Voilà. On avance à coup de slogan et non pas de projet. Il n'y a pas de projet commun à l'humanité. On pourrait dire, nous sommes tellement intelligents, pardon. Et nous avons tellement de choses. On a l'intelligence artificielle, on a ceci, on a cela qui viennent de sortir. On a la capacité à enfouir le carbone parce qu'il pollue la Terre. Enfin voilà. Et puis derrière, on va pouvoir se libérer pour faire quoi? Bah, pour aller sur d'autres planètes, bien sûr, pour visiter l'univers, pour se projeter, comme on dit, hein, puisque notre planète devient soi-disant trop petite pour tout le monde, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Hein. Il y a de la place encore pour beaucoup de gens sur cette planète, c'est à condition de faire de la bonne agriculture et à condition de bien répartir les richesses, évidemment. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que cette oligarchie, elle fait semblant de nous offrir de faux projets. Elle ne nous offre en réalité que des choses qui sont de l'ordre de l'esthétique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est tordu, ben, on rêve que d'une chose, c'est d'être droit. Et donc on passe chez une allez, on va dire chez un médecin ou dans une chirurgie qui va nous permettre de devenir dans les canons de la beauté tels qu'ils nous sont exigés. Donc on a des exigences d'esthétique, on a des exigences de réussite, on a des exigences d'argent qui conditionnent tout ça, et on n'est que là-dedans. On n'est que on tourne en rond dans ces quelques paradigmes, dans ces quelques idéologies en fait qui les animent, hein, ces paradigmes.
Voilà ce que moi je pouvais rajouter. Je pense que ça, c'était un petit peu de l'idée que tu voulais développer également, Iota, il me semble, hein. Oui, comment aujourd'hui les gens peuvent percevoir cette oligarchie et ce qu'elle travaille, comment elle travaille et ce qu'elle est en train d'effectuer sur toutes les populations, hein. Il n'y a pas une population plus désavantagée qu'une autre. Nous sommes vraiment par exemple, évidemment, avec l'élection de Trump, tout le monde a tendance un peu à croire que Trump va nous sauver. N'oublions pas quand même que Trump fait partie de l'oligarchie, et tout comme Poutine, et tout comme tous ces grands dirigeants. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai constaté que notre dirigeante européenne est la pire de toutes, la pire de tous. Madame von der Leyen c'est un dictateur en fait, hein, puisque nous avons le système de participer aux élections européennes et ceux que nous choisissons pour nous représenter, eux-mêmes choisissent la personne en place. Donc, on est déjà très, 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 très loin, même d'une république, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre. Et donc, voilà, il n'y a aucun Trump qui va nous sauver, les enfants, et il n'y a aucun Poutine qui va nous sauver. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de nous sauver nous-mêmes, entre nous, avec un peu de connaissances et d'organisation pratique. Tout le reste, il n'y a jamais eu d'oligarque qui a donné des avantages à un peuple. Jamais, jamais, au grand jamais, oubliez-le. Plus ça va aller, moins on aura d'hôpitaux, moins on aura d'écoles. Et donc, je crois que là, il est largement temps de commencer à réagir hein, vis-à-vis de tout ça. Philippe, oui. Oui, moi je vais juste te poser la question, à quoi servent les idéologies? Elles servent des intérêts de qui servent-elles? Est-il nécessaire d'en avoir au moins une ou zéro ou plusieurs? Et comment se fait-il que dans la Grèce antique, dans cette civilisation de la démocratie, il n'y avait pas d'idéologie? Eh bien, les idéologies sont inhérentes à notre vie, Philippe. Elles font partie de nous. On a le principe du bien, le principe du mal, c'est déjà une idéologie. Donc, même en démocratie, les gens avaient des idéologies, hein, c'est clair. Simplement, là où il y a une grosse différence entre la démocratie et l'oligarchie, c'est qu'en démocratie, on ne peut pas utiliser les idéologies politiquement. On s'occupe de nos communs, on organise nos communs, et là, la seule idéologie qui peut exister, c'est que nous ayons les infrastructures nécessaires et les connaissances nécessaires pour que notre société vive bien. Ce qui est tout le contraire en oligarchie. Eux, ils vivent très très bien, mais en utilisant les idéologies politiquement, eh bien, elles ne servent qu'à nous diviser entre nous, puisque par opposition, les idéologies ont toujours une idée principale et une opposition. Donc, c'était très facile pour l'oligarchie d'utiliser tout ça, comme la religion d'ailleurs. Et pourtant, encore une fois, nous avons, en démocratie, ils étaient polythéistes, tous les dieux représentaient les événements, les éléments de la nature. Et donc, ils avaient des dieux, ils avaient des croyances, ils avaient des idéologies, mais simplement, elles faisaient partie de leur vie privée. Elles n'avaient aucune intervention dans une conversation technique d'organisation des communs. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu une évolution. D'ailleurs, on a pu constater dans la Grèce classique qu'avec l'occupation des Athéniens à ne s'occuper que de leurs communs, ils ont créé quand même toute cette civilisation avec des temples qui représentaient les dieux de la nature qu'il fallait jamais oublier. Par contre, en oligarchie, c'est beaucoup plus vicieux
évidemment, c'est utilisé politiquement et plus ils peuvent le faire, plus ils le feront. Pourquoi? Parce que à la base, le résultat qu'on a, c'est toujours une division. Donc, ça fait partie du diviser pour mieux régner des oligarques. Et les pauvres populations pensent, ah oui, mais un tel ministre est de gauche, donc il est plus humain, il est plus ceci. Il y a ni à gauche ni à droite, il n'y a pas plus humain. Plus humain, c'est qu'on se prenne en charge nous-mêmes sans représentants qui nous usurpent un pouvoir qu'ils n'appliquent pas après pour nous représenter comme il faut. Et donc voilà, on arrive à des très gros problèmes. Et aujourd'hui, pour finir, Philippe, je te laisse la parole après. Aujourd'hui, nous sommes quand même sur un cran dangereux, malgré tout. On parle de guerre nucléaire, on parle de troisième guerre mondiale. Eh bien, la simple question à se poser, c'est que si nous étions dans notre coin tranquillement, est-ce qu'on penserait à faire une guerre aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je pense que si on faisait un référendum sur ce sujet-là, en majorité, les personnes diraient non, nous ne voulons pas la guerre. Enfin voilà, Philippe, pour expliquer donc le chemin que prend l'oligarchie pour toujours nous mener à la guerre. Toujours. Inéluctablement, inévitablement, mathématiquement. Et voilà, et ça fait plus de 2000 ans, évidemment, cette histoire. Donc effectivement, comment est-ce que la démocratie a fini? Bien souvent, c'est ce qui est opposé à la démocratie, hein, ceux qui la critiquent, qui sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que c'est la tyrannie de la majorité, comme certains disent. Eh bien, comment elle a fini? Est-ce qu'elle s'est autodétruite? Est-ce que non, elle a été détruite par les autres. Elle a été détruite par ceux qui n'en voulaient plus, qui n'en voulaient pas, parce que justement l'oligarchie avait bien compris que c'était son ennemi mortel et que à terme, ça serait elle ou nous, comme on dit. Donc, ça a été la chute de la démocratie au travers des guerres du Péloponnèse en l'occurrence et d'autres solutions guerrières qui ont consisté à massacrer les gens qui étaient de la partie démocrate. Et il y a une question aussi que je voulais te poser au sujet de Platon. Platon, quel rôle tient-il dans cette partie-là de cette période de la démocratie? Quel rôle tient-il? En fait, il la critique. Et plus que violemment, c'est aujourd'hui quand on relit ces textes, on a l'impression d'entendre des textes qui auraient pu être écrits par des gens d'extrême droite en France dans les années 30, voire même par certains Göring dans les années 30 ou 40. Et quand on relit ces textes, hein, en français de préférence, eh bien voilà, et ça, ça veut dire qu'il y avait une charge, une haine, un ressentiment profond contre cette démocratie, que ce soit de la part de Platon ou que ce soit de la part de tous les oligarques qui avaient intérêt à sa disparition, et ils espéraient bien qu'elle disparaîtrait aussi vite qu'elle était apparue. Malheureusement, elle est apparue très vite, mais elle n'a pas disparu tout de suite. Elle a duré 140 ans et suffisamment longtemps pour laisser une trace durable dans l'histoire, de façon à ce que chacun se pose encore aujourd'hui la question de la meilleure gouvernance possible. Alors la meilleure gouvernance possible, c'est celle qui est faite par l'ensemble des gens pour prendre des décisions communes, ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est les communs, on vit sur les communs, et donc on va devoir prendre des décisions en commun. Et ça n'est pas du tout comment dire, ce qu'on entend parfois, la majorité, voire la tyrannie de la majorité. C'est simplement la logique, le bon sens, la pertinence que j'évoquais tout à l'heure des choix qui vont être faits par le plus grand nombre, parce que l'intelligence collective, c'est-à-dire faire travailler ensemble des gens avec leur cerveau qui est un cerveau d'humain, hein. Il y a des cerveaux peut-être d'extraterrestres qui sont bien supérieurs aux nôtres, mais en tant qu'humain, on a des cerveaux d'humains et on fait des choses d'humaines, voilà. Et comme on est majoritaire, eh ben c'est normal qu'il y ait une majorité qui décide du bien ou du mal de telle ou telle solution, de tel ou tel choix. Voilà ce que je voulais dire. Alors bon, ça c'est pour Platon. Alors si tu as un mot à dire sur Platon, est-ce qu'il représente dans l'Antiquité, est-ce qu'il représente encore aujourd'hui pour la plupart des gens qui parlent de démocratie? Et puis aussi une question pour dire, est-ce que le fait que les idéologies deviennent une soupe, est-ce que c'est la marque de quelque chose qui est en train de prendre fin? Et j'ai juste une chose à placer avant ça, la démocratie assassinée des Fialtis. Merci. Oui. Je voulais justement répondre à Philippe au sujet de Platon. Donc, il y a un passage dans mon livre
qui explique très très bien la politique, donc la cité rêvée de Platon. Il faut savoir évidemment que Platon était d'une famille très riche et de la pure oligarchie. Donc Platon s'est toujours montré dans tous ses écrits franchement antidémocrate. C'était donc, si la démocratie gouvernait à Athènes, c'est certain que tous les oligarques perdaient leur pouvoir et leurs privilèges. Et ça, c'était ce qu'ils détestaient par-dessus tout. Et donc, il y a un très très bon passage sur Platon dans mon livre que je vous conseille de lire. Et donc, oui, Philippe, Platon, c'est étrange, hein. Je vous ai déjà dit dans les émissions que Platon avait peut-être même un meilleur manager que Jésus-Christ pour finir, parce que l'oligarchie, elle a utilisé Platon, évidemment, depuis la fin de la démocratie, donc le début des Romains. Je vous ai déjà dit qu'avec les Romains, on entre de plein pied dans le système oligarchique pur et dur. Et c'est donc les Romains, c'est sur les idées de Platon, la cité de Platon, qu'ils ont créé ce système représentatif et qui est une fourberie en fait, parce que sous une fausse démocratie, ils donnent soi-disant la parole à tous les citoyens. On voit bien que derrière Platon, c'est toujours des citoyens qui ont été choisis, donc qui font partie d'une élection et qui ne sont pas tirés au sort, puisque dans le principe de la démocratie, on fait des tirages au sort. Et donc, on voit bien que Platon est là pour très bien desservir tous les plans de l'oligarchie. Et comme par hasard, eh bien, aujourd'hui, si on parle de Grèce, on va dire Socrate ou Platon directement, alors euh, que ce soit Socrate ou Platon, ils étaient pro-oligarques à leur époque. Et donc, et eux déjà, Philippe avait découpé, hein, Platon avait fait plusieurs lois sur l'homosexualité, et sur l'homosexualité, il disait que quand ils étaient gouvernés par leur passion, ils n'avaient pas le droit de participer à la vie politique de la ville. Ils pouvaient vivre leur idéologie de leur côté, mais ne pouvaient pas participer à la politique des communs. Et donc, dans Platon et dans le livre, vous allez voir, ceux qui vont le lire, vous allez voir toutes ces choses que Platon propose pour entretenir donc l'idéologie de l'oligarchie. Pourquoi? Parce que c'est les aristocrates qui doivent gouverner le peuple, c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui vont dans les écoles, c'est eux qui ont les moyens et les moyens financiers d'aller dans des écoles pour étudier, pour nous diriger politiquement par la suite. Donc on voit bien que la corruption a commencé déjà à cette époque-là, évidemment, puisque le système oligarchique n'est composé que de complots, de confusion, de malversation, voilà, de manipulation, en fait, que de manipulation. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sait pas qui sont à la tête de cette oligarchie. On a une vague idée, mais on ne sait pas qui sont, parce que cette oligarchie, elle remonte à loin. Si je dois vous donner un exemple, Poutine ou Trump, ce ne sont que des marionnettes de l'oligarchie. Ce ne sont pas eux-mêmes des oligarques. Eux, c'est les aristocrates de l'oligarchie. Donc, c'est ceux qui sont, pour eux, capables de nous gouverner. Mais avec ça, on a aussi des Biden et on a aussi des Hitler et on a aussi toute une série de rois dictateurs. Des Enfin, Macron, bon, des Trudeau, il y en a, oui, effectivement, il y en a. L'émission touche pratiquement à sa fin, mais nous allons quand même prendre le temps d'écouter Jean-Pierre, s'il veut bien. Oui, j'aurais aimé que Iota finisse. c'est fini.
le monde a besoin d'idéal et pas. Alors l'idéologie, chacun a la sienne, comme le disait Lyotard. Mais pour bâtir quelque chose, nous avons besoin d'un idéal. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie. C'est juste, voilà. Et puis, il y a une différence. Dès que les gens naissent, on dit c'est un garçon ou c'est une fille. Et s'il est entre deux, déjà, on lui met un coup de bistouri pour qu'il devienne l'un ou l'autre. Parce que il faut être l'un ou l'autre. Et ça crée une division. On peut pas dire c'est un être qui est né. Soyons joyeux, un être est né. Voilà. Non, il faut que ce soit un garçon ou une fille. Alors, ça a posé des problèmes, justement, à tous les gens qui étaient intermédiaires. Et une fois qu'on a séparé tout ça, forcément, après, on refait une soupe. Ça n'a rien à voir avec l'unité. L'unité, c'est quand chaque être est lui-même et à sa place, et qu'il accomplit joyeusement et librement son rôle, en fonction de sa vocation profonde, bien sûr. Ça, c'est l'unité. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, et ça ne veut pas dire que tout le monde fait pareil. Et puis, l'unité implique l'unanimité plus un, dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire que dans un corps, il y a des centaines de milliards de cellules qui se mettent toutes d'accord pour faire fonctionner un corps. Et c'est incroyable que ce fait-là passe inaperçu. On nous fait croire qu'il faut des majorités de 50-50. Non, notre corps a une unanimité plus un. Et à chaque fois que nous faisons quelque chose, tous nos muscles se coordonnent pour accomplir cette chose-là. Je vous prie de méditer sur cette réalité qui passe très souvent et trop souvent inaperçue. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Alors, Merci. je vous prie de m'excuser de ce que je vais dire, mais si nous avons parlé de soupe ce soir, c'est pour éviter le courbouillon voulu par l'oligarchie. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vibrations, le retour de la France libre avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Ça fait plaisir de vous voir avec le sourire. Vendredi aux alentours de 19h30. Excellente soirée, merci à vous. Merci. Je voudrais juste ajouter, Sylvain, que je mettrai le mail en bas pour l'achat du livre, en bas du vidéo sur Crowdbunker et YouTube, si tu le mets.